Bonjour, très heureux de vous retrouver pour la seconde fois cet après-midi. Pour le deuxième webinaire Tourisme Innov qui est en direct du coworking space de le WTC à Marseille. Alors j'en profite dès le départ pour rappeler les règles du jeu. Là, vous allez assister à une présentation de 20 à 30 minutes et pendant laquelle vous allez pouvoir poser vos questions à l'intervenant en fonction des points que vous allez découvrir au fur et à mesure de cette présentation. Alors aujourd'hui, nous accueillons Ludovic Perrault, fondateur de l'agence Relations Digitales, et qui, d'après lui, donc, connecte l'univers abstrait au concret grâce à des solutions digitales sur mesure. C'est vraiment un programme et c'est le programme du jour. Ludovic, bonjour. Bonjour Nicolas. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, quelques mots pour vous présenter à nos auditeurs, à nos internautes. Vous êtes diplômé d'électronique. Vous avez 13 années d'expérience dans la création et l'innovation. Vous assistez les entreprises dans leur transition digitale, on peut dire ça. Complètement. Vous avez travaillé en tant que responsable du service multimédia du Musée de la musique à Paris. Puis, en 2009, vous étiez responsable du pôle projet et innovation d'une agence spécialisée en ingénierie culturelle. Donc c'est vraiment C'est exact, c'est mon parcours, 13 années dans l'innovation, la création, du plaisir. Et aujourd'hui, vous êtes patron de l'agence Relations Digitales. Alors je vais citer quelques, on va dire, expériences notables que vous avez à votre actif. Donc vous avez développé des solutions digitales pour l'entreprise Monnaie de Paris. C'est exact, un projet qui est encore en cours, on les accompagne justement dans leur réflexion, la stratégie et la mise en place de solutions. Vous avez scénarisé un programme de valorisation de l'accueil du public au musée du Quai Branly. Et enfin, vous avez conçu un scénario transmédia pour la découverte du pays Qatar et de l'Aude. Voilà, donc c'est un projet un concept qui est en cours, qu'on espère pouvoir déployer dans son ensemble sur le département de l'Aude. Et enfin, je vous cite, pour vous, il faut prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une société pour la moderniser et profiter de tous les apports en numérique. Exactement. Donc vous confirmez. Voilà, c'est très transversal, le digital. En dehors des technologies, il y a aussi beaucoup d'évolution d'usage, de compétences internes. Voilà, c'est le fil conducteur de relations digitales et de son activité. Et certainement de notre présentation aujourd'hui. Alors Ludovic, aujourd'hui je crois que nous allons parler innovation de service et de relations clients, mais vous allez nous en dire plus. Et en fait, pour lancer le débat, j'ai déjà une question qui va pouvoir nous faire rentrer dans le vif du sujet. C'est pouvez-vous préciser ce que vous entendez par service innovant pour le tourisme? Ça, c'est une question qui nous vient des internautes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par service innovant pour le tourisme? Alors déjà, il faut bien comprendre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par service? Aujourd'hui, le produit ne suffit plus de lui-même, ou en tous les cas, il s'enrichit de plus en plus d'un apport de service. Ça veut dire la fourniture d'une forme de bien immatériel ou davantage, ou essayer d'apporter une satisfaction complémentaire au produit. Et quand on parle de service innovant, c'est le fait que, en tant qu'établissement professionnel, vous allez aller vers le changement et donc d'aller à la recherche de ces nouveaux services dans le cadre de votre établissement ou de votre activité. Donc voilà, donc service innovant pour le tourisme, c'est d'être capable d'aller chercher des services dans d'autres secteurs qui des fois n'ont pas particulièrement été conçus pour le tourisme, mais d'être capable de les intégrer et trouver tout le potentiel pour les professionnels et surtout pour les clients eux-mêmes. D'accord. Voilà. Une adoption éventuellement d'usages qui sont faits dans d'autres secteurs, notamment la culture, j'imagine, puisque c'est une de vos spécialités. Oui, voilà, dans la culture, il y a beaucoup de recherches d'intégrer des services qui proviennent du web, de l'usage des mobiles, ou aujourd'hui le travail de produits connectés, le NFC, le QR code, voilà, par rapport à tout ce travail d'expérience et de communication avec le public. Et vous nous direz aussi, puisque j'ai une nouvelle question d'internaute qui est posée en live, ça veut dire quoi améliorer la relation client? Donc c'est quelque chose que vous allez aborder dans cette présentation. Alors, améliorer la relation client, c'est pour Relations Digitales, on travaille sur des modèles qu'on a développés. C'est qu'aujourd'hui, les établissements ne peuvent plus se satisfaire de travailler sur un seul segment. Aujourd'hui, on parle du tourisme, mais on a possibilité de développer d'autres segments comme la pédagogie, on peut travailler l'expertise, et ces segments permettent de développer des nouvelles relations clients. Aujourd'hui, le web est de plus en plus communautaire, le digital apporte ce travail en communauté, le public est de plus en plus informé, le voyageur lui-même est très informé. Et aujourd'hui, pour un établissement, développer sa relation client,
c'est d'aller chercher de nouveaux segments, de proposer de nouvelles offres, créer des opportunités pour essayer de capter de nouveaux publics. Voilà. Parfait. Je vous laisse la parole, Ludovic. Très bien. Alors, on va essayer de traverser dans le cadre de ce Tourisme Innove cette question de la stratégie de services innovants. Alors, pour commencer, comme Nicolas, vous me l'avez, et les questions d'internautes proposées, c'est un petit... je ne sais pas. Voilà, vous inquiétez pas. Donc du coup, la question réelle, c'est, et tous les chefs d'entreprise se la posent, c'est comment retrouver sa compétitivité, parce qu'aujourd'hui on a vraiment un problème de compétitivité. Le digital permet d'informer, donc tout voyageur aujourd'hui a accès à une multitude d'offres, que ce soit des établissements, aujourd'hui on a des propositions faites par Airbnb, des sociétés sont même spécialisées aujourd'hui dans la recherche de biens original. Et donc voilà, donc comment je peux rester compétitif, ça c'est une grande question. Quelle stratégie pour attirer les clients? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beau avoir une stratégie de communication ou des outils marketing, on a vraiment cette problématique qu'on doit continuellement attirer le client. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer, qu'on peut trouver d'autres façons d'attirer le client. Et la dernière question, c'est comment agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est fin 2015, en octobre, on sait que pour le tourisme, c'est une période de réflexion. La saison est passée. On peut du coup essayer de trouver des nouvelles solutions, mais souvent on ne sait pas comment agir. Et se projeter. Et se projeter, voilà, exactement. Alors, retrouver sa compétitivité en 2016, il y a une question de fond, c'est qu'est-ce qui change vraiment aujourd'hui? Parce que vous êtes un établissement, tout roulait bien. Et au final, ces dernières années, depuis 2010, la fréquentation baisse. On a beau essayer d'améliorer l'établissement, on rénove, on met en place de nouvelles formules, on a refondu le site web des fois, mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut dire qu'on est vraiment en face d'un séisme quand même au niveau touristique. On le verra plus tard. Voilà, on est quand même impacté par une évolution des usages et, vous l'aviez dit, des nouveaux concurrents et entrants qui est quand même assez notable. Exactement. Et ça fait plusieurs années que ce mot-là est présenté, mais aujourd'hui on est vraiment dans une vraie transition digitale. Alors, c'est vraiment le digital aujourd'hui qui conduit le changement. On vous a mis une illustration qui provient d'une source, un cabinet d'audit et de conseil international, et qui vous montre justement cette évolution. Avant 2010, on était encore dans un comportement qu'on appelle traditionnel. C'est-à-dire que le voyageur n'utilisait pas vraiment le digital, même s'il y avait déjà en place des sites internet et des solutions. Et aujourd'hui, on est passé dans une décennie de la transition. C'est-à-dire que le voyageur, on lui propose de plus en plus d'outils pour pouvoir se connecter, développer sa relation digitale, justement. Et il faut savoir que d'ici quelques années, les estimations, voilà, c'est autour de 2018, le public sera ce qu'on appelle native, et donc il sera utilisateur du digital dans le cadre de son comportement de voyage. Donc ça veut dire qu'il aura utilisé le web, il aura utilisé son mobile, il aura utilisé les réseaux sociaux, il aura connaissance du virtuel, de la réalité augmentée. Donc si aujourd'hui vous êtes un établissement et que vous ne suivez pas ce changement, vous risquez au final d'avoir la courbe rouge que l'on peut voir sur ce graphique. Ça veut dire au final une fréquentation qui baisse. Pourquoi? Parce que le public totalement traditionnel, 100%, n'existera pratiquement plus. On sera sur un marché de niche, ils vont aller chercher des choses du coup de plus exceptionnelles, mais pour rester dans une fréquentation acceptable et toucher un maximum de public, il va falloir faire cette transition et après être naturellement intégré dans le digital. Donc voilà, je voulais vraiment commencer par ça parce que aujourd'hui, quand on parle d'innovation, c'est quand même la source de l'innovation, d'avoir une réflexion. Ouais. Voilà. En tout cas, il faut tenir compte du digital, on en est effectivement tout à fait conscient. Et je crois qu'en fait, les hôteliers et en tout cas les professionnels du tourisme ont vécu aussi cette pression du digital, notamment sur la réservation, sur un certain nombre d'outils qui leur permettent de communiquer avec leurs clients. Exactement.
Donc, je voulais faire un retour rapide sur cette évolution pour comprendre quand même comment ça s'est passé. 1980, on est vraiment traditionnel, mais la carte de crédit rentre quand même dans le modèle de fonctionnement. De plus en plus, on peut avoir l'argent dans sa poche. On a commencé à numériser pour commencer le portefeuille. Ça a été l'une des premiers facteurs qui a été numérisé. Et très rapidement, on a pu, à partir de là, faire une passerelle vers Internet. 1990, vraiment développement d'Internet au niveau public. Les sites web vitrines, qu'on appelait à l'époque des sites vitrines, font leur apparition. On commence à avoir cette première idée de virtualiser quelque part l'établissement. 2000, explosion du e-commerce. On est sur une approche de commerce, mais on a pu, grâce justement à notre carte de crédit, création de PayPal, que tout le monde connaît bien, au final même vos coordonnées bancaires sont enregistrées dans votre univers quelque part virtuel. Très rapidement, 2007, création du smartphone. Donc au-delà du téléphone, on peut vraiment emporter nos services avec nous, qui nous suivent, la mobilité. Et dernièrement, 2011, l'apparition des tablettes tactiles. Il faut savoir aujourd'hui que les tablettes tactiles représentent déjà 48% de la population, c'est-à-dire 48% de la population française possède une tablette tactile, ça touche aussi déjà les enfants, et qu'aujourd'hui de grandes sociétés comme des sociétés bancaires par exemple déploient des solutions mobiles sur tablette à tous leurs agents pour justement être dans cette tendance. Donc voilà, je souhaitais quand même montrer qu'il y a une évolution rapide, qu'on appelle omniprésente aussi, ça veut dire que ça apparaît partout en mobilité, de façon virtuelle, et c'est cette tendance qu'on va essayer de montrer. Et alors, dernière slide pour bien comprendre pourquoi le digital est vraiment le moteur, c'est qu'aujourd'hui ça touche toutes les générations. En 2005, on pouvait peut-être se dire que le digital, c'était réservé qu'aux jeunes. Mais aujourd'hui, en 2012, le digital, c'est vraiment même pour le public silver. Ça veut dire des publics qui sont à la retraite, mais qui ont les moyens. Et ben aujourd'hui, ils utilisent quand même le digital pour construire leur voyage, partir, préparer leur voyage. Donc, il n'y a plus d'excuses à dire « Non, mais moi, mon public, c'est un public ancien, donc je n'ai pas besoin de passer au digital. » Voilà, c'est pas possible. Donc, quelque part, il faut comprendre que l'adoption, elle est générale. Ouais. Et comme on l'a vu tout à l'heure sur le premier slide, d'ici 2018, toutes les générations seront nativement connectées au digital et utiliseront les services du digital. Donc il y a vraiment un travail à faire autour de ça, une réflexion à porter et développer justement ce qu'on appelle la stratégie de service pour votre établissement. Oui, alors moi je lisais ce matin dans une étude, alors dont je n'ai pas exactement le chiffre en tête, mais environ 86% des voyageurs emportent leur smartphone avec eux. Donc ça veut dire effectivement qu'aujourd'hui, pratiquement tous les touristes restent connectés en fait, d'une manière ou d'une autre. D'une manière numérique en tout cas et digitale. Ouais. Je peux vous apporter un autre chiffre. 42% des Français se sont connectés à Facebook le mois dernier. D'accord. Ça veut dire qu'il faut savoir que Facebook, 42% de la population, toute génération confondue. Donc quand on vous dit que Facebook est un vecteur quand même de communication, de connexion avec votre public, c'est que très rapidement, si vous utilisez Facebook dans une stratégie, vous avez possibilité d'aller toucher des publics. On a un impact. Alors j'ai une question de Marion sur le net. Donc à quel moment les outils numériques peuvent-ils jouer un rôle dans la relation client pour les hébergeurs ? Avant le séjour pour conquérir des clients, pendant le séjour, après le séjour, point d'interrogation. Est-ce que vous avez des exemples à cette étape en fait, de la présentation à nous donner ? Alors, ça va faire partie de la suite de la présentation. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi on parle d'innovation touristique par le digital et cette stratégie de service, c'est qu'on n'a plus cette notion de avant, pendant ou après le voyage, qui a été ces 10 dernières années, voire 15 dernières années, la stratégie avant, pendant et après le service. Aujourd'hui, on a une approche qui est différente. Alors on a essayé, je vais répondre à cette question juste dans la slide qui va suivre, mais pour bien comprendre, aujourd'hui on a essayé de modéliser, donc c'est pareil, c'est une modélisation qui est proposée aujourd'hui par ce cabinet PwC, mais qui est assez intéressante, qui montre que le voyageur, en dehors d'être informé, connecté, social, communautaire et mobile, il a vraiment un univers virtuel qui se développe autour de lui. Ça veut dire qu'il utilise le stockage dans le cloud, il utilise des applications, il a un profil qui est en ligne, il a son portefeuille. Aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, il peut très rapidement faire des achats en ligne. Il se promène avec son calendrier, ses contacts, il emmène tout. Il a vraiment un univers virtuel. Il a un univers social qui s'est développé. Il est présent sur
un certain nombre de réseaux sociaux, mais qui lui permet d'être attaché à une communauté en permanence, même dans son déplacement. Il voyage, il a envie de partager ses photos, et surtout dans le cadre du voyage, cette question du souvenir, qui est très importante. Mais il ne faut pas négliger aussi son univers physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à son mobile, à son smartphone, il est plein de capteurs. Ouais. Il a son GPS avec lui, il est connecté en 4G ou en 3G, il connaît la météo, même s'il veut se déplacer un peu plus loin, il a les informations sur la météo, il a ses accessoires, pas la peine de lui mettre une télé dans sa chambre, il aura sa télé avec lui parce qu'il aime ses chaînes. Voilà, il a des capteurs, il connaît le trafic. Voilà. Donc cette modélisation montre bien qu'il faut essayer de s'adapter et lui proposer des services autour de tous ces univers, si vous voulez lui proposer une expérience, si on peut parler d'expérience, ou en tous les cas complète. Alors, je crois que dans cette présentation, la slide suivante va permettre... Voilà. Alors, une fois qu'on a compris ces différents univers, on va répondre à la question des comportements. C'est que le digital, au final, change le comportement. Aujourd'hui, on parle plus de avant, pendant, après, on parle de clients préparés ou de voyageurs préparés, on parle de clients autonomes ou de voyageurs autonomes et de clients spontanés. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait comme différence? C'est que le voyageur, même s'il vient chez vous pour la première fois, il faut comprendre que ça ne veut pas dire qu'il ne vous connaît pas. Il vous connaît déjà. Il a déjà eu des images de votre établissement. Il a vu les avis. Il a les commentaires. Donc, avant, on parlait de primo-touriste, par exemple. Ce terme de primo-touriste est difficile aujourd'hui à comprendre ou à bien resituer. Est-ce que la première fois qu'il vient sur votre site web, c'est un primo-touriste pour vous? Oui, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les portes d'entrée, ce qu'on appelle les portes d'entrée, sont plus simplement votre façade, la porte de votre restaurant ou de votre établissement. Vous avez plusieurs portes d'entrée et c'est ça qui change aujourd'hui. Donc, quand on parle de client préparé, on dit qu'il s'informe par l'univers virtuel. Il développe vraiment cet univers virtuel. Il va utiliser tout ce qui est virtuel pour vous. Quand on parle du client autonome, lui, il a déjà des repères et il va utiliser son univers physique. La plupart du temps, le client autonome, il est proche de vous. Il a quand même une certaine forme de proximité. C'est l'opportunité qui va le motiver à venir chez vous. Et le client spontané, il va improviser, il va arriver par improvisation, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas utiliser le digital. Souvent, il utilise son univers social. Il va utiliser ses réseaux. Tiens, je suis à Marseille, est-ce que tu peux me dire un endroit où je peux aller dormir même ce soir? Une fois sur place. Même une fois sur place. Voilà. Donc quand il va arriver chez vous, il n'a pas spécialement besoin d'assistance par rapport à votre établissement. Peut-être qu'il aura déjà eu les informations, mais peut-être d'autres services parce qu'il vient de façon spontanée, il sera peut-être mal équipé, il aura peut-être... Voilà. Donc, c'est là où on voit vraiment que ça impacte dans la relation client, j'imagine, si je fais une transition ou un voilà, développement. Exactement. C'est là où on voit le travail de relation client et de segmentation aujourd'hui. Ça veut dire que si vous ne travaillez que le secteur des voyageurs qui programment leurs vacances, vous risquez d'être sur le client préparé. Oui. Voilà. Et il faut savoir que si vous voulez conserver une fréquentation, il faut aussi aller vers le client autonome, et il faut aussi aller vers le client spontané à ne pas négliger. Donc on va avancer du coup dans cette présentation. Donc quand même le but commun de tous ces voyageurs, c'est le souvenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment une culture du souvenir grâce justement aux outils qu'on embarque. On a envie de prendre un cliché, on a envie d'alimenter notre réseau, on a envie de montrer qu'on s'est fait plaisir. Le plaisir est vraiment moteur actuellement de la consommation et particulièrement dans le cadre de vacances. On a de moins en moins de temps pour partir en vacances. On a des coûts qui sont de plus en plus élevés, donc du coup c'est quand même des gros investissements de partir en vacances. Et donc quand on est avec sa famille, quand on est même dans le cadre des fois de voyages d'affaires, on peut se dire qu'on a envie de ramener un petit souvenir parce qu'on a fait un voyage unique, on est arrivé, on a vu le Mucem et autres. Et voilà, ça fait vraiment partie de l'expérience aujourd'hui du touriste. Donc, comment conquérir le voyageur en 2016? On va avoir 3 façons assez rapides de conquérir le voyageur en 2016. Et pour ça, on travaille justement sur les univers. Quand on parle des univers, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'est l'espace virtuel du voyageur. L'espace virtuel du voyageur, c'est votre établissement. Il va utiliser votre établissement, mais votre établissement virtuel. Lui, il va utiliser tout ce que vous avez pu lui mettre à disposition pour comprendre la qualité de votre établissement, l'expérience qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur, les services qu'on va retrouver. Je vous ai mis un exemple, donc c'est le camping de Miramas qui a mis en place avec un partenaire de Toulon une visite virtuelle très approfondie où un touriste
Voilà, qui va vouloir voir comment le camping est composé parce qu'il a envie d'y réserver une place, parce qu'il a vu que sur TripAdvisor c'était pas cher ou parce que ça l'intéressait. On peut voir qu'il y a vraiment une expérience complète au niveau du camping. Vous pouvez voir l'emplacement que vous désirez. Vous pouvez voir au niveau des activités comment votre enfant va pouvoir profiter pendant ses vacances. On peut même voir que c'est animé. Vous pouvez là vous plonger au final dans l'expérience en vous disant ah ouais mais moi je verrais bien mon fils aujourd'hui au bord de la piscine ou là dans cet exemple ah regarde il pourra jouer au basket. Alors là, C'est Ludovic, sympa. je suis sur le site web de l'établissement, du camping de Miramas. Alors je suis sur ce qu'on pourrait appeler un site satellite Oui, qui ne propose que la visite virtuelle d'accord. du camping. D'accord. Voilà, ça veut dire qu'il s'adresse à un public qui est en train de préparer sa visite. Ouais. Pas besoin d'aller lui donner plein d'autres informations. On se concentre sur l'immersion par l'image Mhm. dans l'établissement. Donc c'est vraiment la virtualisation de votre établissement et d'essayer de lui donner goût à partir et à venir très proche. Je me plonge dans son univers et je commence à vivre l'expérience virtuelle en fait de ce que je vais trouver dans la réalité. Complètement. Hein. Ça va lui permettre de comparer et en dehors des avis, là vous pouvez lui montrer ce que vous souhaitez, vous lui proposez réellement en termes de qualité. D'accord. Je vous conseille d'aller voir une vidéo le groupe Accor qui investit beaucoup dans le digital, qui s'appelle le projet Welcome, qui est une très belle animation sur YouTube qui montre quelque part ce travail de l'approche virtuelle Très intéressant. de l'établissement, parce qu'on peut aussi amener des services de l'assistance en ligne et autres sur le projet. Le deuxième espace sur lequel il faut travailler, c'est l'espace physique. Aujourd'hui, on l'a vu, le client il vient de façon autonome, il peut venir de façon autonome et souvent il va utiliser cet espace physique. Ça veut dire que si vous n'avez pas, je ne vais pas le dire comme ça, si vous mettez en place des outils qui lui permettent à proximité de diffuser l'offre qui lui correspond, ça peut lui donner envie de venir, de passer devant chez vous, de voir s'il y a une offre qui m'intéresse. J'ai pas besoin spécialement de vous, on va dire en tant que personne, Ouais. mais ce qui m'intéresse c'est votre établissement et l'offre que vous pouvez proposer. Aujourd'hui on a beaucoup de travail d'ateliers pédagogiques par exemple qui se développent. Je vais prendre justement l'exemple de la culture Oui, oui, oui. qui de plus en plus crée de l'offre événementielle. Des visites guidées, des ateliers thématiques, des expositions temporaires. Aujourd'hui ce modèle peut être déployé à l'échelle d'un établissement, par exemple un hôtel. Mhm. On peut imaginer qu'un hôtel propose de l'offre événementielle, travaille une programmation annuelle qui va donner envie aux visiteurs autonomes de saisir l'opportunité Mhm. de venir profiter de cet événement exceptionnel. C'est vraiment ces visiteurs-là qui sont touchés, ces voyageurs qui sont autonomes. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est des opportunités. Par exemple, si vous avez un restaurateur, vous pouvez très bien imaginer l'intégrer dans cette offre événementielle. Il va faire un événement particulier, un cours de cuisine, comment trouver les produits locaux, par exemple, si vous êtes spécialisé aussi dans un travail de produit local. Pas hésiter à faire venir le producteur et proposer un événement au sein de votre établissement avec le producteur. On a créé une occasion de venir en fait, visiter. Voilà. Et c'est quelque chose que vous avez beaucoup développé dans le milieu culturel donc, et que vous pensez pouvoir avoir des débouchés encore plus importants dans l'innovation touristique en fait. C'est quelque chose qu'on pourrait... Complètement. Hein. Ça fait partie de, justement, quand on parle de développer sa relation client, c'est de trouver des nouveaux moteurs de relation client. On n'est plus, on va chercher d'autres clients. Quand on parle de tourisme, on parle souvent de voyageurs à l'échelle internationale, la promotion touristique. Tout à fait. Mais vu d'un établissement, on peut aussi se dire qu'un public local va pouvoir profiter de la proximité avec l'établissement pour venir passer un week-end. On sait aussi que les échéances de voyage aujourd'hui se raccourcissent. On ne part plus 3 semaines. Des fois, on essaie de partir 2 jours. Donc voilà, c'est ce contre-pied qu'on essaye d'utiliser. Puis ça permet d'avoir une complémentarité de clientèle de manière à avoir le minimum de basse saison ou en tout cas de faible occupation pour des établissements touristiques, j'imagine. Complètement. Ouais. Et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que ces visiteurs autonomes qui vont saisir l'opportunité, ils vont attendre aussi des services privilégiés. Ouais. N'hésitez pas à construire des services privilégiés, des espaces dédiés pour eux. Voilà, si vous n'êtes pas un client autonome, vous n'avez pas accès à ces services. C'est très important parce que eux font l'effort de venir vers vous dans une démarche nouvelle, on va le dire comme ça, et ils vont attendre en retour que vous preniez
un comportement différent envers eux. Voilà, ça peut être réserver enfin, je pense surtout aux espaces, parce que dans les hôtels ou dans les restaurants, Ouais. souvent maintenant on commence à avoir trop d'espace, on manque de En tout cas, public. On peut reconvertir aujourd'hui les espaces d'accord. dans des modèles. Ah bon, après, il y a un travail personnalisé, souvent de scénarisation aussi. C'est très important. Dans le dernier slide qu'on va voir, c'est travailler l'univers social. L'univers social, c'est bien sûr les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, il faut construire une stratégie autour des réseaux sociaux. On marque révolutionner votre présence sur le web et votre interaction dans la communauté. J'ai mis un exemple du Musée national du sport, qui est un musée orienté tourisme parce qu'il est un musée de région, il est basé à Nice. Et vous pouvez voir que sur cette image, elle a été postée et elle rentre vraiment dans une stratégie de communauté. Je ne vois pas le chiffre, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'on est à 2000 et quelques vues. Oui, ouais. Donc il faut bien comprendre l'impact que peut avoir un contenu que vous publiez aujourd'hui sur le web. Oui. Voilà. Sans compter la viralité, le relais, etc. Hein. Complètement. On est bien d'accord. Mais il est important Ouais. aujourd'hui de créer un récit autour de votre établissement. Ça veut dire qu'il faut vraiment rentrer dans une approche communautaire, vous ouvrir, partager vos anecdotes. Si vous allez voyager, pourquoi ne pas partager vos voyages, motiver la création de médias sociaux aussi. C'est important qu'à l'intérieur de votre établissement, le public puisse créer un média social qui, lui, va le poster. Regarde, c'était génial ce qu'on a mangé. Regarde la carte du jour. Quelque chose qui vous donne envie de publier et surtout dans lequel votre établissement va être diffusé. Donc c'est des choses aujourd'hui qu'il faut cultiver et quand vous entendez beaucoup dire j'ai beaucoup d'avis sur mon établissement, n'hésitez pas à donner votre propre avis, vous, sur ce que vous faites. Ça, c'est très important. C'est intéressant comme approche. Est-ce que vous pouvez développer justement pour nous donner... Alors, si vous souhaitez par exemple attirer un public spécialisé dans la randonnée, un public spécialisé sur le soleil, n'hésitez pas, vous, à référencer, à partager des établissements, des plages que vous aimez, montrer un service que vous avez vu qui était utile. Regardez ici, vous avez pour 3 euros, 5 ou 6 euros un transat, le parasol. Ne pas hésiter à montrer les restaurants que vous trouvez bons. Parce que ça crée vraiment une relation privilégiée avec votre voyageur. D'accord. Voilà, ça vous paraît... oui, ça y est, c'est plus clair. C'est plus clair. Alors voilà, pour nous, c'est vraiment ce travail de stratégie, c'est complémentaire à votre travail de communication et de marketing. Ça veut dire que votre action de marketing va travailler les outils, votre action de communication va travailler les supports, mais sur un segment. Nous, ce qu'on va chercher en travaillant l'univers virtuel, physique et social, et cette typologie de clients spontanés, autonomes ou préparés, on va développer de nouveaux segments. Donc c'est pour ça qu'on amène une action complémentaire, une stratégie complémentaire à celle que vous avez sûrement déjà en place en communication et en marketing. Et donc si j'entends bien, donc en fonction du profil ou du segment de client que j'ai choisi, après informé, pas informé, etc. En fait, il faut que j'adapte toute la chaîne en fait de relation du client dans son approche. Exactement. On va dire, c'est ça. C'est que c'est quand même là, c'est pour ça qu'on parle de stratégie. On ne parle pas d'implanter un service innovant, on parle vraiment de stratégie de service innovant. C'est un travail transversal sur votre activité et c'est là où on va aboutir sur quelles actions pour capter le voyageur de façon assez simple. Mais c'est les conditions du succès, c'est que ça ne va pas se faire naturellement. C'est que de base, ça demande quand même 4 conditions. Un dirigeant engagé dans le changement, c'est très important. Il faut que l'établissement et surtout la direction de l'établissement soient engagés dans le changement. Ça ne peut pas se faire au stade de l'accueil, au stade du restaurant lui-même. Pourquoi ? Parce que vous venez de le dire, c'est transversal dans la stratégie de l'établissement. Une ouverture sur les idées extérieures, c'est très important et c'est ce que vous cultivez aussi dans le cadre de vos actions. C'est l'établissement doit s'ouvrir vers l'extérieur. Rien de mieux que de demander l'avis à des partenaires. Un producteur justement peut avoir une idée pour vous et il ne faut pas fermer les portes à ces idées. Une disponibilité à la réflexion, ça c'est la grande question, la question de la disponibilité, mais la disponibilité à la réflexion, elle est importante dans le cadre d'une stratégie de service, parce que pareil, ça demande une réflexion profonde, un changement
un changement de comportement dans l'établissement. Ça peut engager le personnel lui-même. Vous pouvez demander par exemple que le personnel soit acteur dans les réseaux sociaux. Ça demande peut-être voilà. Donc, il y a Et ça, quand même une disponibilité à la réflexion. on en parlait effectivement, j'ai bien aimé l'approche de demander à son chef par exemple de cuisine, est-ce que vous pouvez développer un peu, par exemple de partager un certain nombre de choses sur ses réseaux sociaux ou sur le réseau social de l'établissement. Complètement. Ça peut être une stratégie vraiment d'innovation, d'implication des employés et de l'équipe en fait. Complètement. C'est-à-dire que chaque employé a son univers social. Ouais. On peut imaginer déjà de façon très basique maîtriser l'image de son LinkedIn, par exemple, donc son profil ou Viadeo, son profil privé et professionnel, pour que du coup il soit quand même le reflet de la qualité de l'établissement. On peut imaginer que via Pinterest, par exemple, ou Instagram, votre chef cuisinier partage les plats ou les recettes que lui trouve bonnes à déguster. Il peut peut-être même partager des recettes, faire des cours en ligne. On peut imaginer que le cuisinier fasse lui-même des cours en ligne. Donc c'est ça, engager votre personnel dans la relation, la communication externe de votre entreprise. De l'entreprise. D'accord. Voilà. Il y a un autre point, mais là on ne va pas pouvoir le développer dans les délais, mais c'est ce qu'on appelle la relation interne. On sait qu'aujourd'hui l'information des fois peut avoir du mal à circuler au sein de l'établissement. Et c'est très important aussi de développer des services, aujourd'hui il en existe, qui vous permet de connecter vos employés entre eux pour que du coup s'il y a un retard, un absence, il part en vacances, voilà. Et donc du coup ça crée de la cohésion, ça crée de l'énergie positive et c'est toujours bon. Et le dernier point, c'est la collaboration avec le client. Il faut vraiment créer une collaboration avec le client. Si vous faites une remarque, c'est que souvent c'est une remarque bonne à prendre. Et vous pouvez même être moteur de ce travail collaboratif avec vos clients, surtout vos clients les plus fidèles. N'hésitez pas à les inviter à des prototypes ou à des essais que vous pouvez réaliser dans le cadre de changement de votre établissement, pour que vous ayez des retours concrets sur l'utilisateur. Oui, ça c'est toujours intéressant. Après, il y a des spécialistes de l'innovation qui disent qu'effectivement la limite de l'exercice sur l'implication du client et que le client n'imagine même pas ce qu'on va pouvoir lui proposer en innovation dans même 4 ans, on va dire 5 ans. Donc c'est quoi votre réponse par rapport à justement ce discours ? Alors ça va rentrer toujours pareil dans un processus de prototypage. Ce qu'on va attendre, c'est pas qu'il nous donne une vision sur un usage futur, c'est sur un usage instantané. D'accord. Vous avez réfléchi à une stratégie, vous avez imaginé une solution, le digital est un travail de solution, et vous allez tester cette solution. Donc vous allez avoir un retour d'usage de la part de votre client. On ne va pas lui demander de savoir quelle est la technologie dans le futur qu'il faudrait mettre. C'est plutôt les partenaires. Là, on va plutôt travailler avec les partenaires, ce qu'on a appelé tout à l'heure les idées extérieures. Okay. Là, on est vraiment plutôt dans un travail d'usage, parce qu'aujourd'hui, le changement, il est... Ah oui, je co-conçois avec des partenaires et je fais tester par un panel de clients, voilà, éventuellement, qui sont assez proches de mon établissement. Donc ça pourrait être un processus modélisable pour quelqu'un qui veut innover. Oui, exactement. Un engagement, travailler une ouverture vers l'extérieur, des ateliers de réflexion et du prototypage. Parce que ces solutions, elles sont obligatoirement sur mesure. C'est un travail sur mesure. Vous avez des compétences internes, vous avez une localité, une particularité. Soit vous êtes dans le secteur touristique, soit vous êtes retiré, vous êtes au fin fond de la montagne. Donc il y a quand même toujours une particularité. On ne peut pas industrialiser. On peut industrialiser un modèle, parce que nous, on a notre propre modèle qu'on met en place. Mais après, il y a un travail quand même de sur-mesure par rapport à l'établissement et les actions qu'il peut mettre en place. Oui, en plus, on ne veut pas standardiser l'intégralité des établissements d'une région. Non, et vous pouvez même le voir si vous allez justement voir cette vidéo de Welcome Projet, qui a une échelle, un modèle général, et qu'après chaque établissement personnalise lui-même la solution finale, le dispositif qu'on pourrait amener à déployer sur l'établissement. Donc voilà, on a fait à peu près le tour sur la stratégie de service. En tous les cas, j'ai essayé de vous montrer qu'en dehors des actions de marketing et de communication, aujourd'hui, on peut innover en allant vraiment sur la culture du service et travailler les segments de public et donc développer de nouvelles relations avec le public. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et de toute façon, on pourra toujours être amené à vous donner plus d'informations ou avec plaisir vous partager un peu plus cette stratégie. Alors, j'ai une question justement qui va permettre pas de relancer le débat, mais de compléter en fait le discours. Quelle est la place de l'humain dans, on va dire, l'innovation numérique, digitale ? Et notamment, on voit aussi poindre en fait l'émergence de la robotisation des établissements. On voit de plus en plus de robots dans les musées, des robots dans les réceptions d'hôtels. Est-ce que ça va pas déshumaniser en fait cette relation client Alors. Tout dépend le regard, l'approche qu'on peut avoir. Quand on parle digital, on a souvent cette problématique de technologie. Souvent, on pense digital, techno.
écran, Robot. robots. Vous pouvez voir que dans la présentation que je viens de faire, on parle de digital au niveau de l'usage. C'est-à-dire que c'est le digital qui change. Moi, je vous conseille d'aller faire des ateliers pédagogiques donc, dans lesquels il y a de l'humain. C'est-à-dire c'est de ramener de l'humain, des professionnels, des savoir-faire. Et justement, on va être dans une expérience collective, totalement sociale. Et le digital va venir connecter tout ça. Il va y avoir un partage dans les réseaux. Vous allez avoir envie de prendre des photos avec votre mobile. Donc la place de l'humain, c'est justement d'être le moteur de cette transition digitale. De retrouver la place et pas d'être capté que par la technologie. Donc la robotique, oui, pas tout de suite, je pense. Là-dessus, on a aussi nos principes. On pense que des technologies qui sont ancrées très tôt dans les enfants prennent naissance lorsqu'ils deviennent adultes. Les robots, aujourd'hui, tous les enfants ont un robot dans les mains quand ils jouent. On peut envisager que d'ici une vingtaine d'années, 20-25 ans, ça sera la place en France. Peut-être qu'au Japon, ça sera plus tôt parce qu'ils ont une culture qui est déjà faite par le robot. Mais l'humain, en tous les cas pour nous, dans notre modèle tel qu'on le développe, est vraiment au cœur justement de ce travail de la relation client. Et c'est pas simplement qu'un site web ou c'est pas simplement qu'une application mobile pour vos voyageurs et surtout pour votre établissement. On peut dire le numérique comme connecteur entre les humains en fait. Oui, justement, c'est le connecteur. Aujourd'hui, c'est un digital communautaire. On voit bien un travail de communauté. On partage nos avis, on a une curiosité via nos communautés et on veut se faire plaisir aussi quand même avec le numérique en partageant ses souvenirs. Bien sûr, dans l'économie collaborative, on est dans cette tendance de toute façon, la mise en relation entre les hommes. Ludovic, merci. Est-ce que pour le mot de la fin, en fait, vos 2 conseils en fait, pour une société touristique qui veut se lancer dans l'innovation, qu'est-ce qu'elle doit faire en 2016 ? Qu'est-ce qu'elle doit faire en 2016 ? Déjà, travailler une stratégie, c'est important aujourd'hui. Travailler un modèle. Avec de l'accompagnement, c'est aussi important. J'ai eu l'occasion de voir des hôteliers qui se disent « Nous, on se réunit pour créer une association, pour voir si on a les mêmes problèmes. » Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des experts, on en fait partie, qui analysent ce problème. On analyse le comportement, le changement du public, du voyageur ou du visiteur dans le cadre des secteurs. Donc c'est important, vous perdrez moins de temps. La deuxième, j'aurais envie de dire, deuxième conseil que je peux donner, pensez pas que c'est cher. Se faire accompagner et même développer des services, souvent c'est de l'intelligence ou de l'originalité qui va faire la différence, qui va vous rendre compétitif. Aujourd'hui, les applications, il en existe plein, pas la peine d'en réinventer, on ne réinvente pas la tomate pour faire la cuisine, il faut savoir bien cuisiner. Donc voilà, plutôt La métaphore de la tomate. Ouais. Voilà, la métaphore de la tomate. Pour faire de la bonne cuisine, il ne faut pas réinventer des tomates. Il faut plutôt savoir bien la cuisiner et la préparer. Voilà, on peut le dire que c'est ça, c'est plutôt des astuces. Voilà, donc c'est pas si cher que ça d'intégrer une réflexion de service innovant. Et surtout se lancer en fait. Hein. Se lancer. Voilà. Ouais. Après aussi, ne pas hésiter à le prototypage. On a parlé de prototypage, on parle de méthode agile qui est un terme un peu technique, mais le prototypage, ça coûte pas énormément sur une période d'1 mois par exemple de tester une solution, un service. Voilà, ça va nous coûter un moindre coût. On va tout de suite pouvoir avoir un retour sur l'impact de la fréquentation. Voilà. Et alors en plus c'est assez facile sur les établissements accueillant du public pour tester, prototyper et tester en fait les prototypes. Complètement. Ouais. Des bons outils de mobilisation et d'engagement des clients autour justement d'un projet commun dans lequel ils se sentent investis en fait. Voilà. Et le conseil surtout de ce qu'il ne faut pas faire, ne développez pas votre propre solution dans votre coin en vous disant je vais avoir l'idée innovante. Aujourd'hui c'est du travail communautaire, c'est très difficile de convaincre des communautés que votre outil est le meilleur. Donc évitez de réinventer une plateforme web ou voilà, c'est plutôt s'appuyer sur de l'existant parce que souvent c'est des investissements lourds et des fois avec des retours de valeur ajoutée qui peuvent être faibles et donc de déception. Oui, c'est ça, des valeurs pour le client, effectivement, une valeur qui est assez en fait abstraite. Voilà. D'accord, merci Ludovic. Avec plaisir. Très heureux de vous avoir accueilli. Alors, mot de la fin, donc je n'ai pas d'autres questions des internautes. On va pouvoir clôturer donc ce second webinaire. Comme je l'annonçais hier, donc, on a une série d'ateliers donc, pour le mois de novembre donc, qui permettront justement de passer, d'être spectateur, de passer à être l'acteur de son innovation
Et on commence par un premier atelier qui aura lieu le 9 novembre, atelier laboratoire, donc le 9 novembre à Marseille. On passera de l'information sur le web très rapidement. Suivi le 17 novembre à Lourmarin, donc dans le cadre d'un Fab Lab, La Fruitière, qui est une ancienne coopérative fruitière qui a été transformée en espace d'innovation, donc très original. Le 24 novembre dans le Var, certainement au circuit Paul Ricard, on est en train de finaliser le projet. Et le 25 novembre dans la région de Nice sur les problématiques de nos tourismes et de tourisme de niche. Alors un grand merci à Ludovic déjà pour son intervention, à nos partenaires, donc le Conseil régional PACA, la CCI régionale PACA et les CCIT qui s'impliquent autour du projet Tourisme Innov. Notre cluster Primi, donc qui génère donc qui anime en tout cas les professionnels de la filière multimédia, PCE sur le tourisme d'affaires, PAM sur tout ce qui est hôtellerie et hébergement indépendant, et les SCAET en termes de formation. À très bientôt pour une prochaine édition des webinaires Tourisme Innov.